j'ai trouvé ça quand même bizarre de se dire tiens, que 90 ou 95% des pros font moins bien que le marché. Et donc j'ai enquêté. J'avais décidé de ne plus acheter ma résidence principale. C'est quand même fort dans un pays qui adore la pierre. Alors que j'avais effectivement, comme tout le monde, une pression sociale extrêmement forte. Et donc ça a été extrêmement libérateur parce que j'ai pu investir sur le long terme et bien. C'est vraiment possible d'investir en 1 minute par mois. Il y a près de 14 000 ETF dans le monde, il y en a un peu plus de 13 000. Comment choisir selon toi les meilleurs ETF ? Moi je pense que pour 99% des gens, il n'y a que 2 choix. Soit il y a 10 ans, les ETF étaient encore un outil largement inconnu du grand public, réservé à quelques initiés. Aujourd'hui, ils révolutionnent l'investissement pour les particuliers, démocratisant l'accès à la bourse avec frais réduits, transparence, simplicité et surtout performance, efficacité redoutable devant les fonds d'investissement traditionnels. Devant leur succès fulgurant, vous êtes encore beaucoup à vous poser les mêmes questions. Comment choisir les meilleurs ETF parmi les 13 000 existants ? Comment les combiner ? Comment construire un portefeuille d'ETF performants ? Au fond, comment s'enrichir en bourse sans y consacrer tout son temps ? Aujourd'hui, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Petit, investisseur indépendant, un des pionniers de l'investissement passif en France, qui a vu cette révolution de l'intérieur. Donc depuis 2015, il décrypte, analyse, popularise les ETF. Bonjour Édouard. Bonjour Mathieu, je te remercie de m'inviter dans ton podcast. Je suis ravi de voir quelqu'un qui promeut aussi les ETF à fond. Tu as vu sur 10 ans peut-être les ETF émerger. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'ETF sur les assurances-vie, sur les contrats, ou très peu en tout cas. Quelles leçons t'en tires aujourd'hui sur ces 10 années et aussi pourquoi aujourd'hui tout le monde parle des ETF ? J'ai commencé à écrire mon blog et mon premier livre en 2015. Que tu as pris là d'ailleurs ? Ouais, je te remercie. Allez, je le montre. Je te remercie de ta communauté de partager avec ça, qui s'appelle Épargnant 3.0, qui se lit effectivement en 2 heures. C'était un petit livre. Moi, j'étais passionné de finance, d'investissement et je me suis intéressé aux ETF. Peut-être que je raconterai un petit peu mon histoire plus tard. Moi, je suis un investisseur particulier. J'ai un boulot dans une grosse boîte et je fais ça par passion. Et à force de raconter à mes collègues, mes supérieurs, les bonnes pratiques d'investissement que tu connais, que tu partages et qu'on va repartager, à un moment, je me suis dit, mettons-le clairement par écrit, ça va organiser ma pensée, je vais mieux le faire, et puis ça sera bien écrit, et puis je pourrai le partager avec plus de gens. C'est tout simplement comme ça que j'ai débuté, et je me suis dit, je vais écrire un petit livre qui va s'écrire en 2 heures pour les gens qui sont malins, mais pas des spécialistes de la finance, et puis je l'ai fait en auto-édition. C'est comme ça que je me suis lancé. Donc j'ai effectivement été le premier en France à parler de la gestion passive et des ETF. Je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait aux États-Unis, en l'adaptant aux produits français, à la culture française, parce que c'est quand même assez différent la façon d'investir en France et aux États-Unis. Et à l'époque, on en parlait un petit peu juste avant, la première question qui venait des journalistes, notamment parce qu'il y avait des robo-advisors qui se lançaient, moi j'étais invité à leur lancement, et donc il y avait les journalistes, etc. L'époque du lancement de Yomoni, de Nalo, etc. C'était cette époque-là, 2015-2016. Ils avaient surtout des questions par rapport aux fonds actifs, et ils disaient, mais les ETF, ça ne fonctionne pas trop à cause des fonds actifs, qui sont capables de timer le marché, etc., tout ce qu'on connaît. Le gros concurrent des ETF, c'est des fonds actifs, et aujourd'hui, je pense que dans les échanges que tu as, et finalement, il y a peu de gens qui vont comparer aux fonds actifs, bien qu'il y ait plein de super fonds actifs et qu'il y a encore plein de gens qui utilisent les fonds actifs. C'est ça, le message est passé sur les fonds traditionnels actifs qui, la plupart, vont sous-performer le marché et un ETF sera meilleur. Et même aujourd'hui, les médias relaient ce message et c'est tant mieux. Exactement. Et donc, c'est grâce au travail que tu fais depuis longtemps, que je fais, et d'autres créateurs de contenu qui font ça. Moi, j'ai participé à ça. En tout cas, moi, j'étais effectivement le premier à avoir un petit peu lancé ça. Je suis très heureux qu'il y ait eu plein d'autres gens sur ce sujet aussi. Et du coup, comment tu as découvert les ETF ? En fait, ce qui s'est passé, c'est toujours un mélange je trouve, la vie, sans trop philosopher, je ne veux pas donner des leçons de vie aux gens, mais de travail et de chance. Je dirais c'est un petit peu des deux. Donc moi, je me suis toujours intéressé à l'investissement. J'ai pratiquement toujours investi depuis que je suis ado, pour être tout à fait honnête, parce que j'adore les entreprises, investir en actions. Je ne suis pas toujours bien investi. Notamment, je n'investissais pas bien parce que j'habite à Paris et j'avais comme objectif d'acheter ma résidence principale. Qui dit résidence principale à Paris dit gros apport. Qui dit mettre de l'argent de côté. Qui dit mettre de l'argent de côté, on sait possiblement pour bientôt, égale pas investir sur long terme, égale mal investir. Et en fait, vers 2010, coup de chance, c'était en 2010, m'est monté au cerveau que j'avais décidé de ne plus acheter ma résidence principale. Ça, c'est quand même fort dans un pays qui adore la pierre. Exactement, alors que j'avais effectivement, comme tout le monde, une pression sociale extrêmement forte, familiale, sociale, machin, qu'il faut absolument acheter
sa résidence principale, son appartement, etc. Et donc ça a été extrêmement libérateur parce que j'ai pu investir sur le long terme et bien. Et j'ai enquêté sur le sujet au travers de livres, de forums, ce qui s'est passé par rapport au moment où j'ai commencé à travailler, où on n'avait pas vraiment accès aux livres écrits aux États-Unis, etc. Là, on avait Amazon, on pouvait plus facilement commander aux États-Unis des livres. Il y avait sur Internet, ça commence un petit peu à se développer. Et je suis tombé sur l'étude qu'aujourd'hui, effectivement, on nomme Spiva entre les gens qui font attention aux ETF, qui dit que l'immense majorité des ETF est mieux que les fonds actifs, qu'un investissement passif, qu'un indice, pour faire court, sans rentrer dans le détail. J'ai trouvé ça quand même bizarre de se dire que 90 ou 95% des pros font moins bien que le marché. J'ai trouvé ça très bizarre. Et donc, j'ai enquêté. Quand on apprend ça pour la première fois, on se dit, mais Exactement. c'est déconcertant. Comment ça, les professionnels de la bourse n'arrivent pas à faire mieux que la moyenne? Exactement. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Comme tu viens de le dire, j'ai enquêté, j'ai approfondi là-dessus. Et c'est comme ça que je suis devenu un petit peu, comme toi, un professionnel des ETF, de l'investissement passif, de l'investissement progressif, de tout ça. Et que je pense sincèrement que c'est l'unique façon d'investir pour 99% des gens et que ça ne prend pas de temps. Le sous-titre de mon livre, c'est « Investir en moins d'1 minute par mois » et je pense vraiment. Et même aujourd'hui, il y a des solutions pour le faire en 0 minute par mois. Il y a des gens qui m'invitaient à des podcasts et ils se disent « Ah non, mais on va changer, on va mettre 5 ou 10 minutes. » Parce que les gens ne le croyaient pas. Vraiment, c'était hallucinant. Alors que toi, tu le sais bien, que c'est vraiment possible d'investir en 1 minute par mois. Juste analyser tous les ans si le versement programmé est bien toujours en place et voilà quoi. Il y a beaucoup de gens qui parlent effectivement, comme nous, des ETF. Pourquoi tout le monde parle des ETF? Parce que ça marche vraiment bien. Déjà, je pense que les gens comme toi ont fait un travail, c'était d'autres gens, un travail très important auprès du grand public, auprès des journalistes qui ont fini par eux aussi s'intéresser à ça. Mais je pense qu'on a quand même été le déclencheur et parce que ça fonctionne. Alors, tout est une question de chance aussi. On a quand même on a de la chance d'être un petit peu porté par le marché. Voilà. Même si je pense que toi comme moi, on dit qu'un crack, c'est sûr que ça arrivera. Il faut s'y préparer psychologiquement et aussi en fonction sur nos façons d'investir. Mais c'est sûr que si on avait fait du moins 10% par an pendant 5 ans, on aurait peut-être eu plus de mal à faire passer notre message. Donc oui, encore une fois, je pense que c'est un mélange de travail et un petit peu de chance. Et c'est vrai qu'on est porté par les marchés, ça nous simplifie un petit peu la vie. Que le S&P 500, que le World, ça fonctionne super bien. Et donc, chaque année, je remets à jour un petit peu mon étude de mon livre que j'ai fait en 2015, où j'ai dit ce que j'expliquais, c'est qu'il suffit, en fait, d'avoir un ETF World et un fonds euro. Il suffit de ça. Et donc, je faisais un 50-50, un 60-40 sur ces deux fonds. Et je disais, ça fonctionne. Et je comparais par rapport aux fonds actifs. Et je mets à jour cette étude depuis longtemps. Et tu vois qu'en 2025, si tu prends sur les 5, 10, 15 ou 20 ans, la performance est absolument incroyable. Voilà. Donc, c'est aussi parce que ça marche, tout simplement. Clairement. Et du coup, comment tu expliques que le marché fasse moins bien qu'une simple stratégie ETF qu'un particulier peut faire en 0 minute presque par mois? Il y a plein de raisons et plein de façons de présenter ça sous différents angles. Bon, déjà, la première chose, c'est que le marché, c'est le résultat de l'offre et la demande des acteurs du marché. Les acteurs du marché, c'est les professionnels dont on parle. C'est plutôt pas trop les investisseurs particuliers. Donc, mais disons que le marché, c'est la moyenne des gens. Il y a des frais. Donc, on paye les professionnels pour investir à notre place. Donc, un fonds net de frais, il va faire en moyenne le marché, dont on parlait tout à l'heure, moins les frais. Si le marché, c'est, on va dire 8% brut d'inflation, et que les frais d'un fonds actif, c'est 2%, il va faire en moyenne 8 moins 2, grosso modo. Donc, 6. Un ETF, ça coûte 0,2, il va faire en moyenne 8 moins 0,2. Donc, le gestionnaire actif, il faut qu'il passe de 6 à 7,8 pour battre un ETF. Ça demande une surperformance régulière absolument démentielle. C'est pas parce qu'il travaille, il travaille super bien, il est super bien formé, il est super bien intelligent, mais juste rattraper ces frais, c'est mission impossible, en fait, dans l'immense majorité des cas. Il y a des cas où ils y arrivent, à plus ou moins long terme, etc. Et sur certains marchés, dans l'immense majorité des cas, sur les grands marchés comme le S&P 500, sur le MSCI World, c'est trop difficile de faire une surperformance de 20%, 25%, 30% chaque année, en fait. C'est la première raison. L'autre raison qui est probablement moins connue, mais qui me semble tout à fait aussi forte, c'est qu'il y a très peu d'actions qui surperforment. Les ETF qu'on aime bien, nous, c'est les ETF larges.
qui ratissent large le MSCI World, les ETF qui suivent les indices MSCI World, 1500 entreprises, le S&P 500, 500 entreprises, etc. Un fonds actif va quand même être en général un peu plus concentré, voire nettement plus concentré. Et ce qui fait que, comme il y a très peu d'actions qui surperforment, il va les louper, tout simplement. Et quand je dis très peu, c'est vraiment très très peu. Donc il y a une étude qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Bessem Binder, qui a regardé sur les 30 000 entreprises qui ont été créées aux États-Unis depuis 1925, je crois, créées, fusionnées, etc. Combien de ces entreprises ont créé de la valeur par rapport à un investissement sans risque ? C'est moins de 1%. Donc quand je dis très peu, c'est vraiment très peu. Et ça, c'est bizarre. On croit qu'en moyenne, les entreprises, les actions créent de la valeur. En fait, c'est très peu. Donc si on veut tomber sur le 1%, il n'y a que 2 choix. Soit on est une énorme star de l'investissement actif. Why not ? Why not ? Soit on ratisse tout. Moi, je pense que pour 99% des gens, il vaut mieux ratisser large. Et donc, une des autres raisons, c'est que donc les ETF, les bons ETF, ceux que j'aime en tout cas, ratissent large. Il y a une troisième raison. C'est que l'enveloppe ETF, elle est vraiment géniale. Donc voilà, la façon d'investir, comment ça fonctionne, surtout aux États-Unis, mais même en Europe, la façon dont c'est coté, etc. Ce qu'il y a derrière, le mécanisme, c'est vraiment un mécanisme aussi hyper puissant, dont on parle aussi moins souvent. Bon, là, c'est plus une réflexion un petit peu advanced, mais aussi ça, génial. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'arguments pour lesquels l'ETF, c'est génial. Alors, tu parlais de l'asymétrie des rendements, donc des actions qui, seule une toute petite poignée va surperformer, et c'est ça qui porte la performance de l'indice vers le haut. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'investissement en start-up. On va ratisser large, on va investir dans plein de start-up parce qu'on sait qu'il y a plus de 90% qui vont se casser la figure à horizon 5 ans. Et il y a quelques pépites qui vont porter le portefeuille vers le haut. On fait ça aussi dans l'art, etc. Donc c'est un petit peu pareil en bourse. Et donc finalement, c'est la phrase de Jack Bogle, n'achetez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez la botte de foin. Si je suis ce raisonnement, et je te rejoins complètement, est-ce que pour un particulier qui choisit lui-même ses actions, donc il pourrait se passer des frais de gestion à payer tous les ans à ce gestionnaire actif, est-ce que tu penses que lui, il peut y arriver à battre une stratégie ETF sur la durée? Pour ratisser large, il faudrait qu'ils soient extrêmement diversifiés. Donc soit ils en ont plus et ils ne les suivent pas, et donc l'investissement il est un peu au hasard, donc autant prendre un ETF, soit ils les suivent et ils ne sont pas très diversifiés. Ce que je dis sur le fait de ratisser vraiment large, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent et qu'on entend depuis pas si longtemps, même dans les gens qui s'intéressent comme toi et moi à ce sujet. Parce qu'il y a eu des études qui disaient que 20 sociétés en portefeuille étaient suffisantes pour diversifier, qui étaient fondées essentiellement sur la volatilité. Quand on augmente le nombre de titres en portefeuille, et l'étude dont je parlais tout à l'heure de Bessem Binder n'était pas encore sortie, donc je pense que ce n'était pas monté au cerveau des gens qu'il fallait autant diversifier. Beaucoup de professionnels de la finance et d'investisseurs particuliers qui suivent certains influenceurs finance pensent que de 10 ou 20, c'est suffisamment diversifié. Et donc, je vois encore beaucoup de débats, effectivement, sur les investisseurs particuliers qui disent diversifier, c'est juste mal travaillé, ou c'est pas se faire confiance, pas étudier ses dossiers, etc. C'est être ignorant. Voilà, on diversifie trop, c'est parce voilà, que... il cite parfois Buffett qui aurait dit ça sur certains... les situations de Buffett apocryphes, je m'en... C'est comme les citations d'Einstein. Voilà, c'est exactement. Voilà, sur les intérêts composés, notamment, exactement, c'est comme les situations d'Einstein. Et pour moi, c'est marrant, Warren Buffett, c'est à la fois le plus grand investisseur actif et le plus grand investisseur passif dans le monde. Déjà, comment est-ce qu'on classe ? Est-ce que c'est un investisseur actif ou passif ? C'est pas évident, parce que vu qu'il investit pour le très long terme, d'une certaine façon, il est passif même dans son investissement actif. Surtout, Warren Buffett, il a des entreprises de private equity dans son conglomérat qui a 200 000 employés, quelque chose comme ça. Enfin, ça n'a rien à voir avec un fonds qui détient quelques titres. Là, il prend souvent la participation majoritaire de la société pour la redresser. On ne peut pas le comparer à un ETF. Et puis en plus, il y a du levier. Je crois qu'il y a une étude qui montrait qu'il a en moyenne à 1,7 de levier. Donc forcément, on ne compare pas un Berkshire Hathaway et un ETF, ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça n'empêche pas que ce soit un investisseur de légende. C'est un investisseur, même entrepreneur, je dirais, de légende. Exactement. Donc oui, il y a certains segments de marché. Si vous voulez être spécialiste des biotech d'Asie du Sud-Est, peut-être qu'il y a des choses à faire. Je ne sais pas. Non, mais je le dis avec un sourire, mais c'est un petit peu ça. Si on revient à quelque chose d'un peu plus classique, effectivement, comme les petites ou micro-caps européennes, même les petites caps européennes, c'est peut-être 2% du marché mondial. Je trouverais ça un peu bizarre de miser 50% de son portefeuille sur quelque chose qui représente 2% du marché mondial. Donc aussi, peut-être qu'on peut faire des choses, mais dans une certaine mesure, il y a des gens qui appellent ça... l'investissement cœur
pour les ETF, et puis des investissements satellites, soi-disant pour donner de la performance, ou qui peut être un petit peu plus fun, parce qu'on s'intéresse aux entreprises, etc., qu'on peut faire un petit peu autour des ETF. Mais je pense que le cœur du portefeuille, ça doit être les ETF. Mais l'investissement en direct, le stock picking, franchement, c'est intéressant. Moi, je comprends les gens qui font du stock picking. C'est ça, parce qu'au contraire, investir en ETF, c'est ennuyant. Alors nous, on s'amuse parce qu'on est passionné de ça, à comparer les ETF, des machins, etc. Mais c'est vrai que, finalement, investir régulièrement, tous les mois, une somme équivalente dans un portefeuille d'ETF qu'on change pratiquement jamais, en y passant moins d'une minute par mois ou 5 ou 10 minutes par an, c'est pas... une fois qu'on a fait le travail, qui est stimulant au départ, parce qu'il faut quand même vachement s'intéresser, suivre les gens comme toi, lire des livres, etc., suivre des formations potentiellement pour vraiment comprendre. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on est un peu libre de ça et on a un peu moins de travail de mise à jour, même si on est passionné. D'ailleurs, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que tout le monde qui n'est pas passionné par ça peut prendre en main ses finances, investir passivement et faire les choses très très bien. Donc après, évidemment, s'il y a des gens qui sont passionnés par ça, qui veulent lire les comptes de résultats, etc., passer beaucoup de temps toutes les semaines, ils peuvent avoir, comme tu dis, un petit satellite ou quelque chose, un peu plus pour s'amuser en satellite portfolio. Alors, le problème du satellite, c'est que si tu mets 10% en satellite sur un investissement, mais que suivre, 20 ou 30 sociétés, ça demande énormément de temps. Donc finalement, pour avoir un résultat relativement faible. Donc je ne suis pas sûr que les gens qui investissent en ETF arrivent à avoir un truc performant et stimulant intellectuellement en satellite. Alors justement, pour le cœur de portefeuille, donc en ETF, et même pour certains, l'entièreté du portefeuille en ETF, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a près de 14 000 ETF dans le monde, il y en a un peu plus de 13 000. Comment choisir selon toi les meilleurs ETF ? Moi, ce que j'aime, c'est les ETF qui suivent des indices larges. Déjà, pour moi, c'est la base. Si vous voulez faire un ETF small cap taïwanais, why not ? Mais c'est pas ce que j'appelle le cœur de portefeuille. Je crois qu'il n'y en a pas, mais small cap, même Japon, en tout cas, c'est pas le cœur de portefeuille. Pour moi, la référence, c'est le marché mondial. Il faut comprendre ce que ça veut dire, le marché mondial, et étudier un indice monde. L'indice monde large investissable, on peut prendre, il y en a différents émetteurs d'indices. Celui de MSCI, c'est ce qu'on appelle l'ACWI, ACWI, All Country World Investable Market. Ça comprend les pays développés, un peu plus d'une vingtaine de pays, les pays émergents, un peu plus d'une vingtaine de pays, donc 45-50 pays au global. Ça comprend les grosses capitalisations, les capitalisations moyennes et les petites capitalisations. Quand on a compris comment ça fonctionnait, comment s'organisait, et on peut commencer à essayer de répliquer ça et d'avoir la couverture maximale par rapport à ça. Soit on prend, alors il y a pas de, il y en a peut-être un ACWI IMI, mais en général on fait un portefeuille, surtout dans le PEA où il n'y a pas de ACWI IMI. Mais voilà, l'idée, c'est pas de couvrir 100%, etc., mais c'est de se rapprocher de ça. ACWI IMI qui a à peu près plus de 8 000 ou presque 9 000 entreprises. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est énorme. C'est énorme. Là, on a vraiment ratissé large. 9 000, et il y a 55 000 entreprises cotées dans le monde, mais beaucoup de petites. Et donc, ça couvre certainement 95% ou 99% de la capitalisation boursière mondiale. Il peut y avoir des contraintes d'investissement, notamment, par exemple en Chine, etc., ou en Inde, où les investisseurs étrangers ne peuvent pas investir. On peut toujours un peu raffiner ce que ça veut dire le marché boursier, mais on peut simplifier la vie en utilisant cet indice. Et moi, je pense qu'on peut aussi se simplifier la vie en utilisant même un indice plus simple, qui est le MSCI World. C'est celui que j'ai utilisé dans mon livre en 2015, parce qu'il y a beaucoup d'ETF qui le suivent, notamment dans le PEA. Et le PEA, c'est une enveloppe géniale. C'est les grandes capitalisations et les moyennes capitalisations des pays développés. 1500 entreprises. Déjà, par rapport à l'autre, ça doit être 75% de l'ancien. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà très corrélé. Déjà, avec ça, on a fait grosse 99% du travail. Voilà. Donc, comment on choisit ? Déjà, quelque chose qui couvre plus ou moins ça. Donc, soit on prend un indice large type MSCI World, soit on fait des petits bouts qui essaient de s'en rapprocher. Un S&P 500 pour les États-Unis. En Europe, un Stoxx 600, par exemple, si on veut couvrir relativement large. Si on n'a que du Stoxx 50 dans son assurance vie, on prend du Stoxx 50. Et voilà, et par petits bouts, on ajoute pour essayer de couvrir ce que représente le marché défini par le MSCI World. Ou on prend un MSCI World de façon très, très simple. Et la simplicité, c'est génial. Dans un PEA,
indice large dans une enveloppe fiscale sympa. Deuxième truc, donc on choisit comment? On choisit en fonction de son enveloppe fiscale. Typiquement, le PEA, c'est quand même absolument génial. Donc déjà, ça réduit. Donc, là, si on prend Word et PEA, il n'y en a plus que 3. Je crois qu'il y en a 4. Ou 4, ouais, 3 ou 4. Voilà. Donc, bon. Il y a un nouveau, il y en a quelques nouveaux là, voilà. récemment. Donc ça fait pas beaucoup. Et franchement, autant entre 2 fonds actifs, il peut y avoir des grosses différences. Entre les 4 qu'on vient de citer, la différence de performance à la fin, elle va exister potentiellement. On peut toujours s'intéresser aux ETF. Et moi, je suis ravi des gens qui nous suivent, qui s'intéressent, etc. Et gagner quelques dixièmes, c'est toujours ça de prix, de points de base, de performance. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Voilà. Franchement, choisir entre le meilleur ETF, World, PEA, ça va pas changer grand-chose sur la durée. L'enveloppe fiscale, c'est le deuxième truc super important. Si vous choisissez une assurance vie, là, vous allez avoir moins de choix parce que sur une très bonne assurance vie, vous allez avoir une liste de 50 à 200 ETF. Si vous cherchez un World, un S&P 500, il y en aura un seul. Un World, il y en aura un ou deux, etc. Après, il y a plein de critères. On peut toujours raffiner. Moi, je préfère les ETF de manière générale qui capitalisent les dividendes plutôt que les distribuent. Quelle que soit l'enveloppe fiscale, je trouve ça plus simple à gérer. J'aime bien que l'encours soit un petit peu élevé, c'est-à-dire l'argent sous gestion. Et s'il faut donner un chiffre, 100 millions. Pas nécessairement le plus gros possible, même s'il y a un effet de taille, un ETF assez gros va quand même être plutôt plus performant quand même, plus allez, je vais dire liquide, même si j'aime pas trop la liquidité des ETF, ça demanderait une question spécifique, mais disons, la capacité à l'échanger, elle est quand même potentiellement facilitée par la taille. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles la taille, c'est quand même sympa. S'il est trop petit, ça veut dire que l'ETF, il n'a pas marché. L'émetteur d'ETF risque de le liquider. Vous n'allez pas perdre d'argent, mais c'est juste pas pratique pour les gens comme nous qui avons envie d'y passer qu'une minute par mois, surveiller que l'ETF, il est liquidé, il en racheté. Potentiellement sur un CTO, de l'impact fiscal, machin. Voilà, on n'a pas envie de faire ça. Après, il peut être avec faible encours pour l'instant, c'est parce qu'il peut être nouveau. Mais effectivement, c'est bien aussi de rappeler que si une société de gestion ferme, un ETF est liquidé, voilà, on ne perd pas ses investissements, on retrouve la somme qu'on avait au jour de la liquidation et puis ensuite on le réinvestit ailleurs tout simplement. Donc c'est vrai, et par ailleurs, moi ce que j'aime raconter ça, c'est que si un des émetteurs d'ETF qu'on connaît, Amundi, BNP Paribas faisait faillite, on sera dans une situation assez difficile quoi qu'il arrive, donc c'est pas quelque chose que je souhaite particulièrement. Les probabilités sont faibles, mais en tout cas le monde dans lequel on vivrait si ça arrivait, je pense que ça serait un peu l'univers Mad Max, donc il faut se préparer à ça. Tu parles surtout du MSCI World, est-ce que pour toi c'est nécessaire de compléter aussi avec un MSCI Emerging Markets pour aller chercher les pays émergents? Alors, je réponds très clairement, non. Encore une fois, moi, j'ai écrit mon premier livre qui dit juste un MSCI World et un fonds en euros. Et j'explique pourquoi, parce que c'est important de comprendre pourquoi. Je crois toujours. C'est bien d'avoir de l'emerging. Il y a des avantages et des inconvénients. Moi, j'ai des emerging, mais indispensable? Non. Est-ce que ça peut être bien? Oui. Moi, je préférais qu'il y ait un ETF acquis dans le PEA et que la performance de la ligne emerging, elle soit un petit peu diluée. Parce que toujours avoir un portefeuille d'ETF, ça complexifie un peu le cerveau. Parce qu'on a toujours une ligne qui sous-performe qu'on a envie de bazarder. Parce que la sous-performée, il faudrait justement la garder. Donc avoir sa ligne emerging sous-performer tout le temps son World ou son S&P 500, ça fait mal, ça empêche de dormir et c'est pas bon pour le cerveau. Ça serait inclus, on le verrait pas, ça reperformerait. Je trouve que ça serait plus agréable pour les gens comme nous qui avons envie de se faciliter la vie. Donc ça peut être bien effectivement dans un souci de diversification, mais dans le même temps, si c'est pour complexifier, surtout quand quelqu'un débute en ETF, il peut commencer par un World très clairement. Qu'est-ce que tu réponds aussi aux gens qui n'investissent pas sur du MSCI World, qui investissent que sur du S&P 500 parce qu'historiquement, ça a mieux performé? Bien sûr que si on regarde depuis 15 ans et depuis 150 ans, dans les deux cas, ça a mieux performé. Après, moi, j'adore la diversification. Franchement, je suis un grand fan de diversification. C'est pas pour ça que ça ne continuera pas à performer. Il y a quand même des questions sur la valorisation du marché américain. Moi, j'ai pas la réponse. Toi comme moi, je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que le marché américain, il est trop cher et ça va y avoir un crack ou pas, j'en sais rien. Personne n'en sait rien. Voilà, personne n'en sait rien. Donc moi, j'aime bien un peu moyenner et donc diversifier au-delà du S&P 500. Moi, j'aime bien diversifier, donc j'aime bien compléter par un stock 600, un S&P 500 si je peux, par exemple, typiquement. Voilà, et puis le World, c'est plus propre. Voilà, intellectuellement, c'est plus propre, c'est la capitalisation boursière mondiale. Hors emerging, les emerging, c'est quand même ça a toujours été un truc un petit peu différent. Donc représenter le marché par le monde développé, ça fait sens. Et tu as raison d'ailleurs de dire, c'était un petit peu ta réponse sur les emerging,
qui a une grosse part psychologique dans l'investissement. On n'en parle pas forcément ici dans ce podcast, mais j'en parle souvent sur ma chaîne et tu en parles aussi dans tes articles. C'est un des avantages aussi, on ne l'a pas évoqué, mais des ETF, de se dire, comme je fais rien, je prends le moins de décisions possible et finalement, je suis gagnant parce que l'investisseur de base, l'être humain de base est un très mauvais investisseur, est un piètre investisseur parce que il va très souvent prendre de mauvaises décisions à cause de la panique, à cause d'un crack, à cause de mon oncle qui m'a dit ça, le média, j'ai entendu ça dans les médias, il faut sortir, etc. etc. Et quand on est passif finalement en bourse, c'est comme ça qu'on va plus gagner. Alors c'est un petit peu contre-intuitif, on travaille moins en bourse pour gagner plus, mais c'est aussi un des gros avantages, je trouve, moi, de la gestion passive et des ETF. Donc finalement, on a vu que construire un portefeuille d'ETF, c'est assez simple. Pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore investi, ils peuvent commencer sur un PEA avec 5 € et acheter un ETF World. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour bien construire un portefeuille d'ETF performant selon toi? J'ai une liste beaucoup plus longue de façons de choisir un ETF, mais elle me semble quand même un petit peu moins importante que celle-ci. Il y a la devise, voilà. Il y a la place de cotation aussi. Parce que chez beaucoup de brokers, de courtiers, si on achète son ETF sur Xetra, par exemple, en Allemagne, vous allez avoir des frais de courtage qui sont plus élevés. Donc vérifiez que c'est sur Euronext, ça dépend de votre courtier. Sur certains courtiers, c'est le même prix. Voilà, il y a quand même des trucs à savoir. Aussi, moi je pense que ce qui peut être important pour certaines personnes, c'est quand même que les émetteurs d'ETF, ils ont quand même un petit peu un style différent. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle peu souvent, il me semble. C'est que quand vous investissez en ETF ou dans un fonds actif, vous déléguez le vote en assemblée générale de votre investissement. Donc, vous achetez un MSCI World, il y a X%, 2% qui vont être, je sais plus combien, dans Nvidia, la plus grosse capitalisation boursière mondiale, plus de 5%. Qui va voter à l'assemblée générale en tant qu'actionnaire? C'est BlackRock, Amundi, etc. BNP, etc. etc. Donc, vous déléguez ça. Et donc, ils vont voter quoi, ces gens? Moi, j'ai fait une étude assez précise sur le sujet. Ils votent de façon assez différente aux assemblées générales. Donc, on peut, si on est un utilisateur avancé, un investisseur avancé en ETF, se poser aussi ce genre de questions. J'ai fait une étude assez précise, de façon globale, il y a des études sur le sujet assez rares, mais j'ai regardé précisément une dizaine d'entreprises et j'ai comparé 10 émetteurs d'ETF et j'ai regardé vraiment ce qu'ils ont voté à chacune des décisions d'assemblée générale. Donc, notamment pour des sujets de transition écologique. Exactement, voilà. On voit qu'il y a des différences très significatives entre les différents émetteurs d'ETF. Donc, si personnellement, on a des convictions, il y a matière à regarder. Par exemple, effectivement, il y a les sujets environnementaux. Il y a des résolutions qui ont été proposées par des actionnaires. Il y a entre 20 et 50 résolutions aux assemblées générales, notamment de renouveler les administrateurs, renouveler le PDG, les salaires du PDG, etc. Et donc ça, c'est la direction opérationnelle de l'entreprise, en général, qui propose ces résolutions, soumises au vote des actionnaires. Certains actionnaires peuvent demander à faire passer des résolutions. Ces résolutions sont plutôt justement orientées ESG. Par exemple, il y a des entreprises américaines où certains actionnaires, qui peuvent être des très gros actionnaires, les émetteurs d'ETF dont on parle, typiquement, qui peuvent demander une étude sur la transparence en termes d'impôt global mondial. Sur cette résolution, par exemple, typiquement chez Amazon, il y a certains émetteurs d'ETF qui ont voté pour faire une analyse et rendre plus transparent l'imposition d'Amazon, et d'autres qui ne l'ont pas fait. Je ne porte pas de jugement, mais en tout cas, je pense que chacun d'entre nous peut avoir un avis ou décider de ne pas avoir d'avis. Mais en tout cas, ça me semble être un sujet qui peut être intéressant. Donc, quand tu disais que finalement, parfois, la différence de performance, elle est insignifiante entre deux ETF, peut-être que si on veut avoir un impact aussi avec nos investissements, c'est peut-être aussi un critère à regarder, donc ce que votent l'émetteur derrière aux assemblées générales des actions. Et ils ont quand même un style assez différent. Il y a quelque chose qui est en train de se développer, surtout aux États-Unis, et moi j'espère que ça va beaucoup se développer, c'est le fait que l'investisseur puisse décider de la façon de voter. Alors, si on investit dans un ETF MSCI ou ACWI, c'est 8000 entreprises, donc on ne va pas voter 50 résolutions de toutes ces entreprises, donc il y a un petit mécanisme à mettre en place, c'est normal que ça ne soit pas fait aujourd'hui, surtout que c'était un sujet qui n'était pas très discuté jusqu'à maintenant, mais j'espère que ce sujet, on pourrait avoir une politique
de vote et cliquer entre 5 politiques de vote, etc. Que les actionnaires des ETF donnent les grandes directions aux émetteurs pour qu'ensuite ils votent aux assemblées générales des actions. C'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre, donc je comprends que les émetteurs d'ETF, ça ne soit pas fait du jour au lendemain. Mais il y a certains émetteurs d'ETF aux États-Unis qui font ça et j'espère que ça va venir en Europe. Je trouve que ça serait une bonne chose. Très intéressant, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'entend pas souvent derrière. Donc la responsabilité aussi de l'investisseur en ETF, derrière, il a un vrai pouvoir de décision sur des entreprises. Donc aussi, c'est clair que moi je serais pour voir les émetteurs rendre le pouvoir aussi de vote aux investisseurs finaux. Pour rendre aussi un petit peu concret la construction d'un portefeuille d'ETF, est-ce que tu pourrais nous donner 3 ETF? Quels sont pour toi les 3 ETF à garder toute sa vie? Je les ai déjà cités en fait. Donc le World, c'est la simplicité. Donc voilà, S&P 500, et puis donc ça je pense que le S&P 500 on peut quand même le garder longtemps. Et un stock 600, je pense qu'on peut le garder longtemps aussi. Et si on fait de l'emerging, on a intérêt à le garder longtemps. On peut toujours raffiner avec des petites capes, machin, etc. Mais ça, pour débuter, voire un seul pour débuter, franchement, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses des ETF sectoriels, des ETF thématiques? Est-ce que pour toi, c'est un coût marketing ou c'est une vraie opportunité? Coût marketing, je dirais pas ça, parce que les émetteurs d'ETF, ils répondent à la demande. C'est-à-dire que s'il y a une hype, entre guillemets, s'il y a une tendance, c'est aussi parce qu'il y a de la demande en face. Ouais. Exactement. Je sais pas, si on fait un fonds IA, c'est les gens, ils demandent un ETF IA. C'est pas, ils sont pas dit, tiens, il y a un truc dont personne parle et je vais dire, tiens, c'est génial. Non, mais bien sûr que les gens, ils vont se dire, tiens, je vais investir dans la robotique, dans l'IA. Il y a quelques années, c'était water, biotech, machin, etc. Pourquoi est-ce que les émetteurs d'ETF n'ont pas s'empêcher de répondre à un besoin des investisseurs qui veulent le faire? Il n'y a pas de sujet. Donc oui, franchement, ils ont raison de le faire. Est-ce que nous, en tant qu'investisseurs de long terme passifs, c'est génial? Non, parce que moi, ce que j'aime, c'est la diversification, c'est les indices larges. Donc ça ne me semble pas loin d'être indispensable de faire ça. Et par ailleurs, c'est que la question, c'est pas de savoir est-ce que l'intelligence artificielle va fonctionner. C'est est-ce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est au bon prix. Donc, si vous achetez un ETF intelligence artificielle, c'est que vous pensez que ça va plus augmenter que le reste du marché et que vous avez un avis plus intelligent que le marché. Alors que le marché, il est créé par Goldman Sachs, BNP, on puisse avoir un avis sur la question. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que si tu investis aujourd'hui sur un ETF IA, oui, l'IA peut transformer les sociétés, mais pour autant, ton investissement peut faire moins bien qu'un indice diversifié. Parce que soit l'IA est trop chère aujourd'hui, soit en fait il y aura d'autres secteurs plus tard qui auront plus pris et tu seras passé à côté. Voilà, il y a plein de possibilités qui fait que, et oui, effectivement, il faut rester humble un peu et se dire qu'on n'est pas meilleur que l'intelligence collective. Pour que ça fonctionne vraiment, il faut que les résultats soient supérieurs aux attentes du marché. Donc si le marché il attend une progression du cash flow des bénéfices, simplifions-nous la vie, sur les 20 prochaines années de temps, s'il prévoit ça, pour que ça fonctionne vraiment, il faut que ça fasse plus qu'il y ait une surprise. Et cette prévision à 20 ans, elle est faite par les spécialistes dont on pensait. Est-ce que nous, en tant qu'investisseurs individuels, on est capable de faire ça? Mais je pense peut-être certaines personnes, mais pas la majorité, je pense. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs aussi des ETF, alors qui ne sont pas vraiment des ETF, mais on peut simplifier, ETF crypto, ETF or, ETF métaux? Pourquoi pas en termes de diversification? Donc il y a des gens qui aiment bien l'or. Pourquoi pas? L'or a une petite tendance à être décorrélé des autres actifs. Elle a bien performé, effectivement, récemment, quand même. Donc, pourquoi pas? Les ETF crypto, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit très décorrélé, quand même. Je ne veux pas trop m'avancer sur les cryptos. Je ne suis pas expert dans ce domaine. Une petite partie, pourquoi pas? Et moi, j'ai fini par investir en crypto pour gérer ma psychologie, tout simplement. Parce que moi, je pense que c'est très important. Et pour ne pas avoir de risque de regret. Et puis, j'aime pas trop les trucs qui n'offrent pas de rendement, comme l'or et les cryptos. J'aime bien que ça apporte de la vraie valeur ajoutée, que ce ne soit pas juste de la spéculation. Là, je crois que je suis un peu Warren Buffett, là. Donc, je n'étais pas nécessairement fan. Mais je me suis dit, si ça fait x100, ça m'énervera. Pour pas avoir ce FOMO, cette peur de manquer l'opportunité, quoi. De pas avoir le regret de me dire, tiens, j'ai jamais fait. Donc j'ai investi une petite partie, et voilà, si ça fait x100, je dis, j'ai été malin, je m'en voudrais pas trop. Alors que si j'ai zéro de chez zéro, je serais un peu énervé de dire, quand même, j'ai pas été très malin. Donc pas une grosse position, et pas tellement sur une thèse d'investissement, mais sur une thèse psychologique. Parce que je pense vraiment que la psychologie, c'est un des éléments absolument majeurs à travailler quand on est un investisseur. Alors, au-delà des ETF, tu prônes évidemment la diversification.
J'imagine que tu t'intéresses aussi à la diversification en termes de classes d'actifs. Là, on a surtout parlé du portefeuille d'ETF, mais comment construire un patrimoine selon toi? Est-ce que un fonds euro et des ETF suffisent? Ou est-ce que, ça doit dépendre aussi peut-être des objectifs, des profils, etc., mais tu t'intéresses aussi au SCPI, au private equity, à la dette privée, aux obligations? Donc moi, je pense vraiment qu'un fonds en euros correct et des ETF, ça suffit. On peut remplacer les fonds en euros par certains types d'ETF obligataires. Donc on pourrait être à 100% ETF. Le fonds en euros a une certaine simplicité. L'ETF obligataire, il peut baisser contrairement au fonds en euros. Donc je suis toujours plutôt pro fonds en euros. Je regrette quand même son manque de transparence du fonds en euros. Par exemple, si on télécharge les rapports annuels, ils ont toujours, je sais pas, 2 ans de retard, on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a dedans, etc. Donc ça m'énerve à chaque fois. Ça va être parfait. Et moi, nous, on adore les ETF, notamment parce que c'est transparent, donc on adore ça. Donc en tant que fan de la transparence, ça nous énerve un peu quand on regarde le rapport d'un fonds en euros, mais bon, ok. Il y a des avantages qui contrebalancent ça. En plus, il y a des moyens de booster un peu la performance des fonds en euros. Donc moi, j'aime bien les fonds en euros, malgré il y a des gens qui sont anti-fonds en euros. Moi, je suis plutôt pro-fonds en euros. Et ça complète très bien les ETF actions, et les ETP or ou métaux qui peuvent compléter aussi. Mais franchement, ETF et fonds en euros, c'est déjà faire une tellement grosse partie du travail. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont vouloir investir dans la résidence principale. Et donc déjà, si on fait ETF actions, fonds en euros, résidence principale, il faut quand même avoir une sacrée capacité d'épargne pour avoir besoin d'aller chercher d'autres trucs de diversification, quoi. Moi, j'ai des SCPI, c'est bien, mais c'est moins bien. Donc ça vient un peu après, en termes de diversification. Et la diversification, c'est vraiment important. Donc je le fais en termes de diversification. Je suis content d'avoir de la performance quand je choisis bien une SCPI, potentiellement sur emprunt, quand les taux étaient... J'ai eu la chance d'avoir emprunté quelques années avec des taux très bas. Du coup, tu n'as jamais acheté ta résidence principale? Si, j'ai fini par acheter ma résidence principale. J'ai fini par acheter ma résidence principale aussi. Ok, tu as aussi acheté des SCPI. Voilà. Après, j'ai acheté ma résidence principale avec un effet de levier à 95%. Voilà. Ok. Très peu d'apport, quoi. Voilà, peu d'apport. Voilà. J'ai la chance d'avoir un peu réussi à développer un patrimoine sympathique, notamment parce que je me suis mis en 2008, etc. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, bon, comment développer au-delà de ça? Mais c'est pas indispensable, surtout quand on débute. J'imagine, en fait, c'est au-delà d'une certaine surface financière où tu commences à avoir un certain patrimoine, tu as envie d'aller plus diversifier, mais clairement, ceux qui débutent, ça sert à rien de complexifier de trop. Alors après, il faudrait regarder les études vraiment psychologiques sur ce sujet. Quand on débute, l'objectif, c'est probablement en grande partie la performance et la gestion psychologique. Après, quand on commence à avoir un certain patrimoine, c'est quand même la préservation de son capital. Et la diversification, même avec une moins grosse performance, devient un enjeu significativement important. Quand on arrive à bien gérer ses finances, surtout quand on s'y prend suffisamment tôt, on peut avoir un patrimoine significatif, avoir rempli son PEA, ses 150 000 euros d'apport à son PEA. Et donc là, il faut effectivement chercher potentiellement des choses complémentaires. Ouais. Et il y a des choses à faire. On a pas mal parlé des ETF, surtout sur les bons côtés. On a aussi expliqué qu'il y avait la question de vote aux assemblées. Il y avait aussi le point noir qui était que c'est ennuyeux. Quels sont sinon les risques les plus importants à connaître? J'imagine le risque de marché, le risque du sous-jacent, donc le risque qu'il y ait un crack, etc. On en a un petit peu parlé. Est-ce que tu vois d'autres risques importants à connaître pour les investisseurs en ETF? L'ennui, ça vient aussi avec l'influence de l'entourage, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « j'ai investi dans Netflix, j'ai fait x5 » et que ton truc là, moyen... c'est un peu naze. Et lui, il va pas compter correctement sa performance, qu'à côté, il a fait des pertes, machin, etc. Voilà. Il a investi dans Netflix, mais il a aussi investi dans Atos et Orpea, il ne le dira pas. Exactement, voilà. Et donc, en tant qu'investisseur passif, on est tout le temps soumis à ça, il faut résister à ça. Aussi, à des stratégies un petit peu compliquées, potentiellement, d'investissement. On a toujours, surtout quand on suit sur les réseaux, si les gens qui te suivent, ils vont toujours suivre un peu d'autres gens, et qui vont avoir une thèse un petit peu différente et qui vont emmener, c'est la nature humaine, plutôt vers la complexité, plutôt que vers la simplicité. Donc on est naturellement attiré par ça et donc il faut résister. Et c'est pour ça que je pense que bien que ce soit très simple, il faut continuer à constamment se renseigner sur l'investissement en ETF, l'investissement en passif, pour comprendre certaines choses, pour savoir refermer les portes. Parce que si les gens vous ouvrent les portes en disant c'est génial et vous n'avez pas les arguments pour dire « attends, ça, je le sais, c'est débile ». On va au-delà de problèmes. Donc, je trouve ça intéressant de suivre les gens comme toi, etc., qui parlent aussi
bien sûr des ETF qui sont pro-ETF, on le sait, etc. C'est cette ligne directrice de l'investissement passif, mais qui raconte un petit peu d'autres choses pour donner un avis argumenté sur le sujet. Par exemple, il y a quelques années, on parlait beaucoup du dual momentum, de l'investissement momentum. Par exemple, dans la formation, j'ai toute une partie sur cette partie-là qui explique les avantages et les inconvénients. Voilà, l'investissement, je sais pas, en dividende croissant. Donc, il y a toujours des gens qui vont prôner ça. Si on ne s'est pas intéressé au sujet et avec le regard critique des gens qui sont plutôt pro la façon dont on fait, on peut s'y mettre et faire des erreurs. Voilà. Ou ne pas savoir pourquoi on s'y met. Il peut y avoir des bonnes raisons, voilà. Mais ne pas comprendre cette subtilité parce que on est toujours attiré par ne pas faire uniquement du MSCI World. C'est normal. Donc, si on résume, c'est essentiellement le risque psychologique, finalement, le risque investisseur, de tomber dans des pièges ou de l'illusion d'une richesse plus rapide. Il n'y a pas d'hack, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Voilà, il faut tenir sur le long terme et être passif. Et en fait, on se positionnera parmi le top 10% des investisseurs sur la durée. Travailler sur soi, c'est vraiment un truc super important. Il y a des tricks pour travailler sur soi. Je pense qu'effectivement, déjà écouter les gens comme toi, s'intéresser à l'histoire de la finance. Voilà, pour savoir ce qui s'est passé, pour se préparer. Parce que le crack va arriver, donc il faut s'y préparer. On peut... Moi aussi, je trouve qu'en discuter avec les autres gens pour avoir finalement ce reflet de dire, mais tiens, par exemple, je sais pas, à son conjoint, à sa famille, et dire, attends, mais tu m'avais dit que tu ferais pas ça et pourtant tu l'as fait. Pourquoi, machin? Et là, on est mis au pied du mur d'avoir un peu cette... toi qui as travaillé dans l'aéronautique, cette tour de contrôle, en fait. Donc, une tour de contrôle extérieure qui nous surveille un petit peu. Et aussi, je pense qu'il y a un trick, c'est peut-être de formaliser ça aussi. C'est écrire son plan d'investissement. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Comment est-ce qu'on l'a fait? C'est quoi sa stratégie d'investissement? On l'écrit. Donc, nous, on était obligés d'écrire un livre pour faire ça, mais peut-être que les gens, ils peuvent faire plus court. Moi, je ne peux pas dévier de mes livres. Voilà, c'est impossible. C'est marqué, sinon je me fais attraper. Donc, mais les gens, ils peuvent écrire une page ou 2 pages. Moi, j'aime bien. J'aime bien écrire, mais ça, c'est aussi un trick. Donc, il y a des choses à faire pour gérer sa psychologie. Ouais. Bon, en préparant l'interview, on a récolté aussi quelques questions des abonnés pour toi sur les ETF. La surdiversification en ETF, est-ce que c'est un vrai ou faux problème? Je pense qu'avoir trop de lignes d'ETF, c'est se compliquer la vie. Et il vaut mieux avoir qu'un bouton à gérer que 15 boutons à gérer. Donc, ouais, il ne faut pas avoir trop de lignes d'ETF. Mon avis, je pense que c'est contre-productif, effectivement. C'est vrai, des fois, on voit des portefeuilles à 20, 25 ETF qui se recoupent avec beaucoup d'intersections. Dans quelle devise acheter ces ETF? Plutôt pour la plupart d'entre nous en euros. Voilà, je pense que c'est vraiment le truc le plus simple pour la plupart d'entre nous, même s'il y a des comptes en devises qui peuvent exister, mais voilà. Et en plus le moins cher, niveau frais de courtage. Faut-il diversifier les émetteurs pour un même ETF? Peut-être à partir d'un certain montant. Je n'ai pas trop d'avis sur la question, je ne sais pas. Moi, je ne le fais pas exprès. Voilà, comme quand on a des assurances vie, des PEA, etc., on peut essayer de diversifier. Ouais. Ça ne peut pas faire de mal, je suis plutôt pour la diversification. Après, il ne faut pas que ça aille à l'encontre des autres bonnes pratiques. Comme la simplicité. Voilà, comme la simplicité. De toute façon, comme on disait, si un ETF est liquidé, on récupère son argent et on réinvestit ailleurs. Quid de l'avenir des ETF? Les ETF, c'est une enveloppe. Okay, donc à l'intérieur, on peut mettre pratiquement tout ce qu'on veut. C'est un fonds coté. On a parlé des ETF qui suivent des indices larges. Il y a des ETF qui font des trucs très compliqués. Il y a des ETF qui mimiquent, qui suivent des hedge funds. Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Et on a dit que c'était l'investissement passif, mais il y a des ETF qui sont actifs, qui cherchent à surperformer le marché. Il y en a de plus en plus. C'est une vague de fonds très importante aux États-Unis qui est en train de se développer aussi en Europe pour différentes raisons, un peu moins vite. Et je pense que ça n'ira pas au même niveau qu'aux États-Unis. Mais on va avoir de plus en plus d'ETF actifs. Je disais tout à l'heure que l'enveloppe ETF, c'était une enveloppe absolument géniale. Et donc, il y a des fonds actifs non cotés qui vont être, c'est ce qui se passe aux États-Unis, qui sont transformés en ETF actifs. Donc, avec un gestionnaire derrière, un gérant de fonds. Mais c'est le même. Il dit, voilà, c'est le même. Mais qui va sélectionner lui-même les actions avec des analystes, etc. Exactement. Ce fonds, il va être coté en bourse, tout simplement. Voilà, parce que l'enveloppe ETF de cotation en bourse, c'est un truc absolument génial dont on n'a pas parlé. Il y a une technicité qui fait que ça marche hyper bien et c'est méga puissant. Donc l'avenir, un des avenirs de l'ETF, c'est l'investissement actif. Et c'est un bel avenir selon toi? Il peut y avoir des poches où l'investissement actif, ça soit bien, et un investissement actif plus performant, moins cher. Moi, je suis pour. Je préférais être en capacité de surperformer le marché. Non, mais voilà. Et j'ai dit tout à l'heure, une des raisons principales, c'est quand même des frais importants. Donc, s'il y a des méthodes pour faire de l'investissement actif moins cher, je ne suis pas contre. D'ailleurs, si on prend Vanguard
États-Unis en tout cas, plus ou moins à l'inventeur de l'investissement passif avec Bugle, ils ont une grosse partie de leurs investissements qui sont en actifs, qui sont de la gestion actif, et qui ont des bonnes performances, notamment parce qu'ils ont des frais bas. Donc l'investissement actif à coût faible, notamment si l'enveloppe fiscale des ETF le permet, ça peut être sympa. Pour finir, c'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Donc je demande à chacun de mes invités quel est son secret d'investisseur, en tout cas le conseil, s'il devait en garder qu'un seul, à donner à ceux qui nous écoutent. Quel est ton secret d'investisseur, Edouard ? Je pense qu'investir pour le long terme, c'est vraiment un truc vraiment important, et je pense que c'est possible de se projeter à long terme. Et une fois qu'on s'est projeté à long terme, ça change la vie. Ça fait un petit peu référence à moi, comment est-ce que j'ai débuté, en fait, tout à l'heure, où j'ai dit, voilà, c'est le fait de ne pas avoir acheté ma résidence principale et que j'ai pu investir à long terme qui a vraiment changé ma vision de l'investissement et ma capacité à investir correctement, quoi. Ça a tout changé. Et je pense qu'on peut investir à long terme, pas que quand on a 20 ans. Beaucoup de gens, une large part de la population, peut investir à long terme. L'espérance de vie à 60 ans, elle est quand même élevée, encore. Investir à 10, 15, 20 ans, ça change énormément de choses en termes de mindset. Merci beaucoup, Edouard. Mais merci beaucoup, Mathieu, pour ton invitation. Et ceux qui veulent donc retrouver Edouard Petit, je me permets de prendre ton livre. Voilà, Épargnant 3.0. Vous pouvez aussi retrouver son blog, donc vous tapez sur Google Épargnant 3.0. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir ça et je mettrai un lien dans la description. Génial, merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, à la prochaine.